Bienvenue aux principaux événements d'Afghanistan de ce lundi 14 juillet. Certaines familles récemment rentrées d'Iran et du Pakistan en Afghanistan ont exprimé leur inquiétude concernant le fait que leurs filles sont privées d'éducation. Elles expliquent que leurs filles allaient à l'école lorsqu'elles étaient à l'étranger, mais maintenant qu'elles sont de retour au pays, elles sont obligées de rester à la maison à cause des politiques des talibans. Merci de prêter attention à notre reportage exclusif sur ce sujet. Ne nous faites pas passer pour des gens immoraux. Sadia est la mère de cette fille qui est récemment rentrée en Afghanistan depuis la ville de Peshawar, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, au Pakistan. Elle raconte qu'après avoir vécu dans ce pays pendant 10 ans, elle est revenue en Afghanistan il y a 2 mois et vit désormais avec sa famille dans le district de Suli, l'un des districts de la province de Nangarhar. Sadia a déclaré: Est-ce que vos filles vont à l'école dans votre pays? Nos filles allaient à l'école là-bas. S'il y avait aussi de l'éducation pour elles ici, peut-être qu'elles seraient devenues médecins ou enseignantes. Je n'ai pas de fils. Au minimum, elles auraient pu devenir les soutiens de famille. Notre message au gouvernement, c'est que les filles aussi devraient avoir le droit d'aller à l'école. Après que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan le 15 août 2021, les filles au-dessus de la 6e année ont été interdites d'école et cela est une source d'inquiétude pour elles. Comment ça? Nous n'avons aucune idée de ce qui va se passer. Nous voulons juste que les écoles rouvrent pour que nos filles puissent étudier. Shabana est une femme de 35 ans, mère de 4 filles, qui est revenue d'Iran il y a environ 1 mois et vit maintenant avec sa famille de 6 personnes dans la ville de Mazar-i-Sharif, dans la province de Balkh. Elle raconte que, lors du premier régime taliban, elle-même a été privée d'éducation et que maintenant ses filles font face au même destin. Elle a dit: Nous sommes très inquiètes. Nous ne savons pas quel sera leur avenir. Je voulais et je veux toujours que les universités rouvrent pour les filles. Je veux que les écoles ouvrent afin que les filles puissent étudier. J'espérais que l'une d'elles devienne médecin et qu'une autre devienne enseignante. Je veux que cette fille aînée devienne enseignante. Je veux que ma fille de 10 ans devienne médecin. Tout va bien entre nous. C'est notre espoir et notre souhait. Safia, une fille de 14 ans qui était en 6e en Iran et qui étudie maintenant le soir, a également demandé aux talibans de lever les restrictions sur l'éducation. Nous avions beaucoup de rêves, mais maintenant nous avons le cœur brisé. Nous n'allons pas à l'école. Nous voulons étudier. Nous voulons terminer la 12e année. Nous voulons aller à l'université et devenir quelqu'un. Nous étions heureuses. Nous étudions beaucoup, donc nous gardons encore un peu d'espoir. Nous souhaitons que les écoles et les universités rouvrent afin que nous puissions étudier. Nous voulons aussi apprendre certaines choses dans les écoles religieuses. Nous voulons pouvoir nous débrouiller par nous-mêmes. Mansur Ahmad Hamza, le porte-parole du ministère de l'Éducation des talibans, n'a pas répondu aux questions concernant ses préoccupations et ses demandes. Shinka Krokal, membre de la campagne en faveur de l'éducation des filles et ancienne ambassadrice d'Afghanistan au Canada, a déclaré que les talibans devraient reconsidérer leur politique et ouvrir les portes des écoles et des universités aux filles. NRV. Dans cette situation, ce sont les coups portés par les talibans. Il est essentiel que les talibans revoient leur politique et permettent la réouverture des écoles afin que les filles puissent étudier jusqu'en terminale et aller à l'université. De plus, les filles qui étudient dans les universités et les instituts médicaux devraient être autorisées à poursuivre leur éducation. L'Afghanistan a besoin de personnel qualifié et la formation de spécialistes doit se poursuivre afin de répondre aux besoins de la population. Jusqu'à récemment, au mois de 1401, soit décembre 2022, les talibans ont également interdit aux filles de fréquenter l'université. Bien qu'au début les filles aient été autorisées à étudier dans les instituts médicaux, en 1403, soit décembre 2024, cette opportunité leur a aussi été retirée. Le 22 mars de cette année, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a averti qu'avec le début de l'année scolaire 1404, environ 400 000 filles supplémentaires ont été privées de leur droit à l'éducation, portant le nombre total de filles privées d'éducation en Afghanistan à 2,2 millions. L'UNICEF a mis en garde que si ces restrictions se poursuivent jusqu'en 2030, jusqu'à 4 millions de filles seront tenues à l'écart de l'école. Cependant, ces statistiques de l'UNICEF ont été publiées avant l'intensification de l'expulsion des migrants afghans d'Iran et du Pakistan. Certains habitants de Kandahar, le bastion du chef taliban, affirment que ces derniers jours, des responsables du département de la promotion de la vertu et de la prévention du vice ont commencé à prendre des mesures strictes contre les personnes qui taillent ou rasent leur barbe. Selon des rapports,
Plusieurs hommes à Kandahar ont été arrêtés parce que leur barbe était plus courte que la longueur d'un poing, et des témoins oculaires ont déclaré à Zaran World TV que les responsables du département de la promotion de la vertu se sont comportés de manière insultante et avec ressentiment. Veuillez prêter attention à notre reportage exclusif sur ce sujet. Hamid, dont le nom complet est Namozar, est un habitant de la ville de Kandahar. Il a passé un court moment en détention parce qu'il avait haï sa barbe, période durant laquelle les agents du département de la promotion de la vertu se sont comportés de manière insultante et avec ressentiment. Hamid affirme que l'un des agents lui a dit « Tu n'es même pas musulman, mais au moins ne rase pas ta barbe ». En raison de la sensibilité de la question et puisqu'Hamid ne souhaite pas que sa voix soit diffusée, nous partagerons les détails de ses déclarations en utilisant la voix de l'un de mes collègues. D'abord, ils nous ont emmenés au commissariat. Ils ont pris nos informations personnelles puis nous ont conduits en prison. Nous y avons passé 1 jour et demi. Lorsque nous avons été libérés, ils ont convoqué les anciens de notre famille et après qu'ils aient donné une garantie, nous avons été relâchés à condition de ne plus jamais raser notre barbe ni de la garder plus courte qu'une longueur de poing. La loi du département de la promotion de la vertu des talibans, adoptée l'année dernière, est désormais appliquée à Kandahar. L'article 10 de cette loi exige que les agents agissent dans le respect de la dignité humaine et traitent les gens correctement. Cet article souligne également que la prévention du mal doit se faire par le conseil et l'orientation et que l'intervention physique ou l'usage de la force ne sont autorisés que lorsqu'il est nécessaire d'empêcher la commission d'un péché grave. Cependant, un commerçant du bazar de Héra à Kandahar, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré que les agents ont commencé à traiter les gens durement. Nous allons partager les détails de ces déclarations en utilisant la voix de l'un de mes collègues. La semaine dernière, un agent du département de la promotion de la vertu et de la prévention du vice est venu dans ma boutique et m'a dit « Je te conseille pour la dernière fois de laisser pousser ta barbe. Notre patience a atteint ses limites. Laisse pousser ta barbe, pas pour nous, mais pour Dieu. » Cependant, Sefullah Islam Kiber, le porte-parole du département de la promotion de la vertu et de la prévention du vice des talibans, affirme qu'aucun ordre officiel n'a, jusqu'à présent, été émis rendant obligatoire la pousse de la barbe. Les inspecteurs religieux ne font que visiter les boutiques et formuler des invitations. L'article 24 de la loi sur le département de la promotion de la vertu et de la prévention du vice stipule qu'en première étape, la personne doit être conseillée et orientée. Ensuite, il est prévu d'avertir de la punition divine, de proférer des menaces avec des paroles dures, d'infliger des amendes, de procéder à une détention de courte durée allant d'1 heure à 3 jours et, en cas d'absence d'amélioration, de renvoyer la personne devant le tribunal. Au cours des 4 dernières années, les talibans ont commencé à appliquer des politiques strictes à partir de Kandahar, puis les ont étendues à l'ensemble du pays. Des sources ont confirmé que, durant la semaine, la police des mœurs se rend dans les marchés et émet des avertissements concernant la barbe. Ils ont également arrêté des personnes qui n'avaient pas suivi leurs conseils et, après les avoir relâchées, leur ont rasé les cheveux. L'une de nos sources a indiqué que la police des mœurs a emprisonné quelqu'un pendant 2 jours simplement parce qu'il s'était haillé la barbe. Des témoignages en provenance du Pakistan indiquent que le Pakistan a cessé de prolonger les visas de plusieurs Afghans et désormais, la relocalisation des migrants vivant légalement dans le pays avec des visas en règle est menacée d'expulsion. Ils affirment que s'ils sont expulsés du Pakistan en raison du non-renouvellement de leur visa de séjour, leur vie sera en grand danger en Afghanistan. Veuillez prêter attention à notre reportage exclusif sur ce sujet. Un certain nombre d'Afghans en situation régulière résidant au Pakistan déclarent que, parce que leurs visas de séjour n'ont pas été renouvelés, ils subissent du harcèlement de la part de la police et risquent d'être expulsés. Beaucoup de ces personnes, qui attendent que leur dossier d'immigration et de réinstallation soit traité dans d'autres pays, affirment que depuis environ 20 jours, le gouvernement pakistanais a interrompu le processus de renouvellement de leur visa. Azina Afari, une résidente d'Islamabad, a déclaré dimanche que sa demande de prolongation de visa n'a pas été acceptée récemment, ce qui la rend extrêmement inquiète. C'est l'une des façons dont ils préparent le terrain pour l'expulsion forcée des Afghans. Parce que la plupart des Afghans qui vivent ici résident grâce à des visas, et si leurs visas ne sont pas prolongés ou s'ils ne reçoivent pas de visa, alors nous risquons d'être expulsés de force.
Un autre Afghan à Islamabad, la capitale du Pakistan, ayant un dossier à T2 des États-Unis, a accepté de parler anonymement avec la voix modifiée en raison de la sensibilité du sujet et a déclaré Shavokcho Larsakid, bien sûr, la prolongation. Andreas Shenga, législation. C'est une nécessité. Cela fait environ 20 jours que le Pakistan a cessé de prolonger les visas pour les Afghans. Cela a causé beaucoup de problèmes. La police vient et harcèle les Afghans. Ils leur prennent de l'argent et les menacent. En plus de cela, les Afghans font face à de graves problèmes psychologiques et mentaux, se sentant constamment menacés d'expulsion à tout moment. Ils affirment que s'ils sont expulsés du Pakistan en raison de l'impossibilité de prolonger leur visa, leur vie sera en danger de mort en Afghanistan. Ils demandent au gouvernement pakistanais de lancer le processus de prolongation de leur visa de séjour dès que possible afin que leurs inquiétudes puissent être apaisées. Bien que le gouvernement pakistanais n'ait pas encore officiellement commenté la suspension du processus de prolongation des visas pour les Afghans, certains médias pakistanais, dont GeoNews, ont rapporté le 12 juillet que l'Agence fédérale d'investigation du pays, ou FIA, a arrêté plusieurs membres du personnel administratif pour avoir délivré illégalement des visas électroniques à des Afghans. Selon eux, ce problème a entraîné des retards dans le processus de prolongation des visas. Selon le rapport, l'affaire a été révélée après que l'Agence fédérale d'investigation du Pakistan a identifié un groupe qui, à l'aide de faux documents et en échange d'argent, facilitait la délivrance de visas de séjour pour les Afghans. L'ambassade d'Afghanistan à Islamabad, qui fonctionne sous l'administration talibane, n'a pas non plus officiellement commenté la suspension de ce processus jusqu'à présent. Après le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, un grand nombre de citoyens afghans, y compris des collaborateurs avec les forces américaines et occidentales, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes, des militants de la société civile et des membres des forces de sécurité de l'ancien gouvernement ont fui au Pakistan, invoquant des efforts pour sauver leur vie. Cependant, le nombre exact n'est pas connu. De nombreux Afghans au Pakistan disposent de visas de séjour qui nécessitent un renouvellement mensuel. Ils font une demande chaque mois pour renouveler leur visa. Auparavant, ce visa était renouvelé pour 6 mois, mais désormais, les migrants afghans au Pakistan affirment que le renouvellement mensuel du visa coûte plus de 25 000 roupies par personne, ce que beaucoup d'entre eux ne peuvent pas se permettre. Parallèlement, le processus d'expulsion des migrants afghans sans documents légaux et de ceux détenant des cartes afghanes ou des cartes ACC du Pakistan se poursuit toujours. Le gouvernement taliban a annoncé que rien que samedi, 96 familles afghanes, soit un total de 485 personnes, ont été renvoyées du Pakistan vers l'Afghanistan. Andullah Fitra, le porte-parole adjoint du gouvernement taliban, a écrit sur sa page X que ces personnes sont entrées en Afghanistan par les postes frontières de Torkham, Spin Boldak et Angers-Ada. Par ailleurs, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies indique dans un nouveau rapport que l'accent mis sur l'aide d'urgence en Afghanistan a conduit à la négligence d'autres besoins vitaux de la population. De plus, l'OCHA a déclaré dans son rapport qu'un manque de financement a entravé une réponse efficace aux besoins. Et sur les plus de 3 milliards de dollars nécessaires pour la réponse humanitaire en 2024, seulement 47 % ont été financés au cours de l'exercice. Veuillez prêter attention à notre reportage exclusif sur ce sujet. Un nouveau rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, l'OCHA, montre que la forte concentration sur l'aide alimentaire en Afghanistan en 2024 a conduit à ce que d'autres besoins vitaux de la population, comme l'eau, les services de santé, l'hygiène et l'hébergement d'urgence, ne soient pas suffisamment pris en compte. Ce rapport, intitulé « Plan de besoins humanitaires et de réponse pour l'Afghanistan 2024 »,
publié le dimanche 13 juillet, examine les lacunes dans la réponse, les niveaux de financement, les réalisations et les défis opérationnels de l'aide humanitaire dans le pays au cours de l'année écoulée. L'OCHA a ajouté qu'en 2024, plus de 22,4 millions de personnes ont reçu au moins un type d'aide humanitaire, soit 29%, plus du double de l'objectif fixé. Cependant, 67% de ces personnes n'ont reçu qu'une aide alimentaire, et même celle-ci a souvent été fournie sous forme de rations réduites et lors de moins de cycles de distribution. Le rapport indique que, bien que ce niveau de couverture témoigne d'un accès élargi pour lutter contre l'insécurité alimentaire, il met également en lumière le risque d'ignorer des millions de personnes qui ont besoin d'un soutien continu et multisectoriel afin de répondre pleinement à leurs besoins essentiels tout au long de l'année. Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires a ajouté que de nombreuses personnes, en particulier dans les zones rurales et touchées, n'ont pas eu accès à de l'eau potable, à des services d'assainissement et à des soins de santé primaires, ce qui a accru la vulnérabilité des populations et augmenté le risque d'épidémies, de malnutrition et de décès évitables. Selon l'OCHA, en même temps, des milliers de familles, notamment après les inondations et les tremblements de terre, se sont retrouvées sans abri adéquat, et l'incapacité à fournir un abri d'urgence pendant la saison froide ou dans des conditions environnementales difficiles a constitué une menace sérieuse pour la vie des familles vulnérables. Le rapport poursuit en indiquant que ces pénuries et ces problèmes montrent que la crise humanitaire en Afghanistan va au-delà de l'insécurité alimentaire et nécessite une approche globale et multisectorielle, une réponse qui dépasse l'aide alimentaire et prend également en compte d'autres besoins essentiels tels que l'eau potable, l'assainissement, les services de santé et les abris d'urgence. Par ailleurs, des experts en affaires sociales et des militants de la société civile affirment que le rôle de la distribution d'aide alimentaire dans la réduction de la pauvreté en Afghanistan a été miné, mais que les organisations humanitaires devraient se concentrer davantage sur la création d'opportunités d'emploi. Sayed Ashraf Sada, l'un d'eux, a déclaré qu'il fallait chercher des moyens alternatifs de fournir de l'aide afin de relancer l'économie locale. Les organisations humanitaires, en particulier les Nations unies, devraient se concentrer davantage sur la création d'opportunités d'emploi plutôt que sur la distribution de denrées alimentaires. Se concentrer sur les moyens de subsistance ruraux, la reconstruction et la rénovation des ruisseaux, aider à la mécanisation de l'agriculture, soutenir la création d'installations de stockage frigorifique dans les villages, construire des routes rurales et offrir des opportunités génératrices de revenus pour les jeunes, etc., pourraient être de meilleures solutions afin que les gens puissent progressivement se libérer de la dépendance à l'aide alimentaire mensuelle ou hebdomadaire. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, OCHA, a déjà déclaré que près de 23 millions de personnes en Afghanistan auront besoin d'une aide humanitaire cette année. Site du journal.